Merci d'être présent aujourd'hui pour ce comité. Ma question va s'adresser à M. Oliver et à M. McKillop. Concernant, j'ai lu beaucoup de documents là-dessus, j'ai rencontré des personnes et il semble converger une espèce de consensus que le plus gros du trafic de la contrebande de tabac est dans à peu près 4-5 réserves. Québec, Ontario, qui concerne à peu près 80 à 90% du marché illégal. On me parlait à peu près d'une centaine d'usines de fabrication qui n'ont même pas de permis. Donc j'aimerais savoir concrètement pourquoi vous ne fermez pas ces usines illégales. Pourquoi des usines qui n'ont pas de permis peuvent allègrement opérer, et comment ça se fait qu'il y a des lois qui sont appliquées dans tout le Canada par les dépanneurs, par les magasins, et que ces lois-là ne sont pas appliquées dans les réserves, comme par exemple, ici on a un article du Journal de Montréal, comme quoi une jeune adolescente a pu aller se payer des produits, des cigarios parfumés pour les jeunes, alors que maintenant c'est illégal pour les dépanneurs de le vendre. Est-ce qu'on est dans un pays où c'est deux poids, deux mesures? Quand tu habites dans une réserve, tu fais ce que tu veux, puis la GRC ne peut rien faire, le ministère de la Sécurité publique ne peut rien faire. Puis quand tu habites ailleurs au Canada, tu vends des cigarios parfumés aux individus, aux mineurs, tu vas te faire attraper et sanctionner. If I could just... Une précision, si vous permettez. Je crois que vous avez dit qu'il y a 100 usines illégales. Selon nos informations, ce chiffre change de façon constante et ce peuvent être des très petites exploitations qui sont mobiles, mais nous, on pense qu'il y en a environ 50 au Canada. Et on observe également qu'il y a des usines de fabrication aux États-Unis et il y a évidemment une contrebande entre les deux frontières. En ce qui concerne les deux poids, deux mesures, eh bien, je ne crois pas qu'il y ait deux poids, deux mesures en réalité. La priorité, c'est vraiment de cibler les hautes sphères, si vous voulez, du crime organisé. Et comme je l'ai dit, il y a 175 groupes de crime organisé dans ce réseau. Et en ce qui concerne l'application de la loi, eh bien, nous investissons nos efforts là où ça va être le plus rentable, si vous voulez, où là l'incidence sera la plus considérable. On se concentre sur les plus gros groupes. Il faut beaucoup d'efforts parfois pour cibler les petites exploitations et autant qu'il en faut pour des gros groupes de crimes organisés. Ça implique le même fardeau de la preuve, les mêmes motifs raisonnables pour lancer des enquêtes, etc., les mêmes démarches administratives. Donc nous, on essaye de cibler les organismes criminels qui orchestrent tout ça. C'est là que ce sera le plus rentable, si vous voulez. Maintenant, en ce qui concerne les fabricants eux-mêmes, encore une fois, ce sont des groupes de crimes organisés que l'on cible et non pas forcément les installations elles-mêmes. Donc l'objectif, c'est vraiment de débranler le crime organisé. C'est là qu'on aura une plus grosse incidence sur les usines. Les usines de fabrication de tabac doivent avoir des permis, si je ne me trompe pas, autant fédéral que provincial. Si ces usines n'ont pas de permis, elles sont illégales. Comment ça se fait que la GRC nous dit on n'intervient pas dans les usines? Je ne comprends pas, je vous avoue, je ne comprends pas. Well, there's a number... Eh bien, il faut d'abord répondre à plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'on a l'information? Est-ce qu'on sait quand, où, etc.? Est-ce qu'on a un permis qui justifie une intervention? Et lorsqu'on fait des interventions policières, il y a toujours des considérations de sécurité. Est-ce qu'il y a une autre façon d'obtenir cet objectif, d'atteindre cet objectif sans mettre la sécurité publique en danger, si vous voulez? Les publics, vous avez peur de quoi? Que les Mohawks décident de prendre, barrer un pont, une route? C'est ça que vous voulez dire par sécurité publique? They're not speaking.
Je ne parle pas de groupe en particulier, mais il y a toujours des considérations. Lorsqu'on a des opérations policières, il faut toujours, dans des circonstances sensibles sur le plan politique, si vous voulez, donc il faut faire attention. Vous vous souvenez que la semaine dernière, il y a eu une opération dans la région de Cornwall sur le Saint-Laurent qui a mené à un conflit dans la collectivité avec les autorités policières. Donc, lorsque l'on lance des opérations policières, il faut toujours tenir compte, il faut toujours se demander s'il n'y a pas une autre façon de fonctionner qui mette moins le public ou les policiers en danger, si vous voulez. La question va s'adresser, vu que M. Oliver, vous avez pas mal répondu à mes questions, cette question va s'adresser à M. McKillop. Lorsqu'il y a eu l'annonce de la stratégie de lutte contre le tabac, Monsieur Day, qui était le ministre de l'époque, avait annoncé un 20 millions sur 4 ans et avait annoncé un 20 millions sur 4 ans, en plus d'une stratégie nationale de lutte contre la contrebande. Moi, ce que je voudrais savoir, les différentes causes qui ont été entendues avec Sa Majesté la Reine du Canada et différentes deux compagnies, Tobacco Imperial et Benson Hedges, si je ne me trompe pas, qui revient, juste ces deux-là, ça revient à peu près à 100 millions qui devraient être utilisés pour la lutte à la contrebande de tabac, si ma mémoire est bonne, c'est marqué ici. Donc cet argent-là devrait être utilisé pour la contrebande. 20 millions, j'essaye de supposer que le 20 millions vient du 100 millions, puis qu'on se retrouve. Les 80 autres millions, pourquoi ils ne sont pas investis justement pour donner des ressources un peu plus à la GRC pour faire cette lutte à la contrebande de tabac? Et pourquoi, jusqu'à présent, la sécurité publique n'a toujours pas mis une campagne de sensibilisation auprès du public pour les sensibiliser à la contrebande, parce que tous les sondages le démontrent. Less than half a minute for the answer. Il reste moins d'une minute pour la réponse, alors on va leur laisser le temps de répondre. Ça montre que les gens ne sont pas sensibilisés à ça. Ils pensent que c'est normal, la contrebande. Merci pour la question, mais juste une clarification, ce n'était pas le ministre de la Sécurité publique qui a fait l'annonce, c'était plutôt le ministre de l'Agence de revenus. Okay. C'était le ministre Blackburn dans le temps. Et les détails au niveau de l'argent qui a été pour les causes qui sont apparues, je pense que je vais laisser mon collègue Pierre Bertrand répondre à ça. Et pour le 20 millions, c'était le 20 millions qui était du 100 millions? Identifié du 100 millions pour combattre la contrebande. Mais pour le reste, je vais laisser Pierre répondre. Oui, bonjour, madame. Je vous dirais que quand on est entré dans les négociations pour arriver à une entente avec RBH et Imperial, une des conditions était que les agents qu'on aurait à travers de ces ententes-là ne seraient pas de la part des compagnies ou de la part du gouvernement identifiés comme étant spécifiquement pour la lutte à la contrebande. Ce sont des fonds qui, premièrement, sont partagés avec les provinces d'après les négociations. Et ensuite, les fonds sont envoyés dans le fonds consolidé du gouvernement pour que le gouvernement puisse décider comment les fonds vont être dépensés. Thank you very much.